pendant chaque séance de chimiothérapie. Chaque nuit blanche, chaque moment où la douleur lui faisait serrer ma main si fort que je pensais que mes doigts allaient se briser. Mon père était là aussi au début, mais vers le milieu de ses traitements, il a commencé à rentrer plus tard le soir, sentant un parfum différent, inventant des excuses. Et 6 mois avant que ma mère ne rende son dernier souffle, j'y ai découvert pourquoi. Elle s'appelait Mélanie. Elle avait 34 ans, travaillait comme secrétaire de direction dans le cabinet des architectes de mon père, et elle n'avait apparemment aucun problème à être la raison pour laquelle le mari d'une femme mourante cessait d'être présent à l'heure. Ma mère ne l'a jamais confrontée, pas une seule fois. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas l'énergie de mener 2 batailles en même temps, et elle a choisi de consacrer le reste de ses forces à sa survie et à moi. 3 semaines avant de partir, elle m'a demandé de m'asseoir avec elle dans la chambre pendant que mon père était sorti faire des courses. Elle m'a tenu la main et elle m'a dit qu'elle s'était occupée de tout. Elle m'a dit de faire confiance à son notaire, un homme nommé Maître Beaumont, qui gérait les finances de sa famille depuis plus de 20 ans. Elle a dit que peu importe ce qui se passerait après sa disparition, je serais protégée car elle s'en était assurée. Je n'ai pas pleinement compris ce qu'elle voulait dire à l'époque. J'y ai juste hoché la tête en pleurant et je lui ai dit que je l'aimais. Elle est morte un mardi matin dès octobre. La maison semblait vide après cela. Mon père a fait son deuil, ou du moins il a assez bien joué la comédie pour les proches et les voisins. Mais 11 mois plus tard, Mélanie emménageait dans notre maison de famille à Lyon. Et 8 mois après cela, ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie civile. Je n'ai été invitée que 3 jours avant l'événement. J'y suis allée parce que ma mère m'avait élevée pour que je me tienne avec dignité, même quand les gens autour de moi n'en avaient aucune. Mélanie m'a souri toute la journée comme si nous étions déjà les meilleurs amis du monde. Je lui ai rendu son sourire parce que j'y avais appris de la meilleure. Ma mère savait cacher sa douleur derrière un visage gracieux mieux que quiconque. Pendant un certain temps, les choses étaient tendues mais gérables. J'y avais emménagé dans un petit studio près de mon travail administratif à l'université, et je faisais des visites au domicile familial brèves et polies. Mélanie a tout redécoré. Les photographies de ma mère ont disparu des murs du salon. Son jardin de roses a été arraché et remplacé par des dalles en pierre froide. Petit à petit, chaque trace de la femme qui avait construit ce foyer de ses propres mains a été effacée. Je n'ai rien dit. J'y ai fait mon deuil en silence et en privé, comme ma mère me l'avait appris. Puis un soir de mars, presque 2 ans et demi après le décès de ma mère, mon père m'a appelé pour me demander de venir dîner. Je pensais que c'était une tentative sincère de renouer le contact. J'y ai pris ma petite voiture, je me suis assise à une table qui ne ressemblait plus à un foyer, et j'y ai écouté, tandis que Mélanie, découpant son repas avec l'assurance calme de quelqu'un qui avait déjà décidé de l'issue de la conversation. Elle m'a annoncé qu'il était temps que je lui remette l'héritage que ma mère m'avait laissé. Elle a dit que la famille en avait besoin pour des projets immobiliers. Elle a dit que 350 000 € dormant sur un compte sans rien faire était un gaspillage. Elle a utilisé le mot égoïste. Elle a vraiment utilisé ce mot alors qu'elle était assise dans la maison de ma mère, à la table de ma mère, portant un bracelet dont j'y étais presque certaine qu'il provenait de la boîte à bijoux de ma mère. J'y ai regardé mon père. Il a posé sa fourchette, a croisé les mains et a dit que Mélanie était ma famille maintenant et que maman aurait voulu que je prenne soin des gens que mon père aime. J'y ai senti quelque chose devenir très froid et très immobile en moi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas élevé la voix. J'y ai simplement dit que j'y avais besoin d'y réfléchir. J'y ai fini assez de mon dîner pour paraître sereine. Je suis rentrée chez moi et j'y ai appelé Maître Beaumont dès le lendemain matin. Il a écouté. Puis il a dit que ma mère avait anticipé cela et de venir à son étude le lendemain sans rien apporter car il possédait tous les documents nécessaires. Je suis entrée dans le cabinet de Maître Beaumont le lendemain matin avec seulement mes clés de voiture et ce sentiment de vide dans la poitrine qui y habitait depuis la mort de ma mère. Son bureau était exactement comme dans mes souvenirs d'enfance. Des étagères en chêne sombre, l'odeur du vieux papier, une photographie encadrée d'un lac de montagne derrière son bureau. Il approchait de la fin de la soixantaine, les cheveux argentés, avec ce genre de stabilité tranquille qui vous donnait l'impression que le sol sous vos pieds était solide même quand tout le reste tremblait.
Il s'est levé quand je suis entrée, elle m'a serré la main fermement et elle m'a désigné la chaise en face de son bureau. Puis il a ouvert un dossier épais et a fait glisser une enveloppe scellée vers moi. Il a expliqué que ma mère avait préparé cela 18 mois avant de s'éteindre. Elle était très précise, très réfléchie et très minutieuse. Il m'a dit, en la citant directement, qu'elle espérait se tromper sur ce qui se passerait après son départ mais qu'elle avait l'intention d'être prête quoi qu'il arrive. J'y ai tenu l'enveloppe à deux mains. Mon nom était écrit sur le devant de la main de ma mère. Je n'avais pas vu son écriture depuis plus de 2 ans. J'y ai dû serrer les lèvres très fort avant de pouvoir parler. Maître Beaumont m'a laissé un moment car il était doué pour lire les émotions des gens. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre de 4 pages recto-verso, écrite de la même main soignée et appliquée que ma mère utilisait pour signer mes mots des excuses à l'école et mes cartes des anniversaires toute ma vie. Elle expliquait tout. Elle avait discrètement restructuré son héritage, de l'argent qui provenait de ses propres parents, de l'argent qui n'avait jamais appartenu à mon père au sens légal ou moral, en un fonds de placement protégé à mon seul nom des mois avant d'être trop malade pour gérer les formalités. Le fonds avait des conditions très strictes. Il ne pouvait être touché par aucun conjoint de mon père. Il ne pouvait être transféré, cédé ou offert sous aucune sorte de pression familiale. Il exigeait ma signature et uniquement la mienne avec un délai d'attente obligatoire de 72 heures pour tout retrait important. Une clause qu'elle avait intégrée spécifiquement, m'a dit Maître Beaumont, pour me protéger contre toute tentative de manipulation dans un moment de faiblesse. Mais ce n'est pas la partie qui m'a brisé. Ce qui m'a brisé, c'est la dernière page de sa lettre. Elle a écrit sur moi, pas sur l'argent, pas sur les protections juridiques, pas sur mon père. Elle a écrit sur la fille qu'elle avait vue grandir. Les soirées tardives à réviser ensemble à la table de la cuisine. La façon dont je lui apportais une tisane quand elle était fatiguée, même avant qu'elle ne soit réellement souffrante. Le voyage que nous avons fait sur la côte normande quand j'y avais 16 ans, et elle m'avait laissé conduire les 2 dernières heures même si je n'avais que mon permis de conduite accompagné, et elle avait prétendu être tout à fait calme tout le temps. Elle a écrit que j'y avais toujours pris soin des gens autour de moi avant moi-même et qu'elle avait besoin que j'y arrête de faire cela maintenant. Utilise cet argent pour construire la vie que tu mérites, a-t-elle écrit. Voyage dans un endroit qui te fait peur. Termine le diplôme de master que tu as mis entre parenthèses pour t'occuper de moi. Tombe amoureuse de quelque chose, d'une ville, d'une carrière, d'une personne, et engage-toi sans avoir à t'excuser. Elle a signé comme elle signait toujours ses cartes pour moi. Pas maman, juste son prénom, Catherine. Comme si elle me parlait en tant que femme à une autre femme, et pas seulement comme sa fille. Je me suis assise sur cette chaise de bureau et j'y ai pleuré d'une manière que je ne m'étais pas autorisée depuis ses funérailles. Maître Beaumont a doucement posé une boîte de mouchoirs sur le bureau et elle n'a rien dit, ce qui était exactement ce qu'il fallait faire. Ce soir-là, je me suis rendue chez mon père, pas pour argumenter, ni pour expliquer les détails juridiques compliqués, ni pour me battre. J'y ai simplement apporté une copie certifiée de la documentation du fonds que Maître Beaumont avait préparé et je l'ai placée dans une enveloppe adressée à eux deux. Mon père l'a ouverte sur le plan de travail de la cuisine pendant que Mélanie se tenait à ses côtés avec un air victorieux. J'y ai observé son visage pendant qu'il lisait. J'y ai observé le moment exact où il a compris que ma mère avait vu tout cela venir, qu'elle avait planifié calmement et complètement alors qu'elle se battait encore pour sa vie. Sa mâchoire s'est crispée, ses yeux sont devenus rouges, puis pour la première fois en 27 ans de vie avec mon père, il a pleuré. Pas de regret, peut-être. Je ne saurai jamais exactement ce qui s'est brisé en lui à ce moment-là, mais il a pleuré et Mélanie a posé sa main sur son dos avec confusion et j'y ai pris mon sac et je suis sortie de cette maison. Je n'y suis pas retournée depuis ce jour. Le fonds est intact. J'y en ai utilisé une partie pour terminer mes études supérieures. J'y ai réservé un vol pour le Portugal pour le printemps, un pays que ma mère avait toujours voulu visiter sans jamais en avoir l'occasion. Je pense à elle chaque jour, mais la façon dont je pense à elle a changé. Je ne ressens plus seulement la douleur de l'avoir perdue. Je ressens tout le poids de l'amour qu'elle s'est assurée de me transmettre, même de l'autre côté de sa propre mort. Elle ne m'a pas seulement laissé de l'argent. Elle m'a laissé la preuve qu'elle me connaissait,
qu'elle me faisait confiance et qu'elle croyait que je méritais d'être protégée à un moment où elle était elle-même celle qui en avait le plus besoin. Ma mère, elle n'était pas une femme bruyante. Elle ne se battait pas avec des éclats de voix ou de grands gestes théâtraux. Elle s'est battue comme elle faisait tout, avec calme, intelligence et détermination. Mélanie a exigé l'héritage que ma mère décédée m'avait laissé, et ma mère, depuis 18 mois dans le passé, avait déjà donné sa réponse. Cette histoire est un rappel puissant de la force tranquille d'une mère et de sa capacité incroyable à protéger son enfant même au-delà de la mort. Catherine a fait preuve d'une clairvoyance admirable en anticipant la trahison de son mari et l'opportunisme de sa nouvelle compagne. C'est une véritable leçon de résilience et de dignité face à la cupidité. On voit malheureusement souvent des familles se déchirer pour des questions d'argent, mais ici, c'est l'amour et la prévoyance maternelle qui l'emportent sur l'égoïsme. La réaction finale du père, ses larmes soudaines, montre peut-être un éclair de conscience tardif sur l'ampleur de sa trahison et sur la force de la femme qu'il a perdue. Léa a désormais les clés en main pour construire sa propre vie, loin de cette atmosphère toxique, tout en honorant la mémoire et les souhaits de sa mère. Et vous, que pensez-vous de la décision de Catherine d'agir en secret pour protéger sa fille ? Auriez-vous eu la même force de caractère pour préparer l'avenir de vos proches tout en menant un combat contre la maladie ? Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire.